Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'uniforme. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter l'uniforme porté par un Gefreiter intégré au sein du 5e régiment de Fallschirmjäger pendant la campagne d'Afrique du Nord. Avant toute chose, je me dois de vous préciser certains points comme d'habitude. Tout d'abord, cette vidéo n'est qu'une base qui vous servira à constituer votre uniforme. Ce n'est en aucun cas une bible qui vous épargnera l'achat de bouquins, de magazines spécialisés ou même de faire des recherches sur internet. Ensuite, vous êtes sur le point de découvrir un uniforme dont les insignes n'auront pas été censurés. C'est une volonté historique de ma part. Pas de politique dans mes vidéos, tout comme elle sera interdite dans les commentaires. Vous pourrez aisément me contredire avec des photos d'époque, mais n'oubliez pas, ce n'est pas parce qu'un équipement n'a jamais été pris en photo qu'il n'a jamais existé, et inversement, ce n'est pas parce qu'un équipement est en photo qu'il était réglementaire. Du moment qu'il n'y a pas d'anachronisme, il n'y aura pas de problème. Mais si vous aussi vous avez des remarques, peut-être que vous en connaissez plus que moi sur le sujet. Ainsi, je vous invite à poster un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Vous retrouverez la liste complète des éléments qui composent l'uniforme que je vais vous présenter dans la description de cette vidéo avec le timing correspondant. C'est en mai 1142 que le 5e régiment de Fallschirmjäger est créé sur le terrain d'entraînement de Großborn en Poméranie. Il est ensuite envoyé en juillet 1142 pour formation au camp de Mourmelon au sud-est de Reims. Le 2e bataillon fut rattaché en tant que Kampfgruppe Hübner à la brigade Ramke pour être utilisé dans le nord de la France. Après le débarquement des Alliés en Afrique du Nord le 8 novembre 1142, le 1er et 3e bataillon du FGR 5 partent en train pour l'Italie le 10 novembre, puis effectuent un transfert aérien pour rejoindre la Tunisie via la Sicile. Une fois arrivé sur place, le régiment est immédiatement transféré sur des positions défensives à l'ouest et au sud-ouest de Tunis, pour occuper les importants ponts de la rivière Medjarda. Le régiment doit se battre contre des blindés américains venant d'Algérie, et il bat en retraite le 25 novembre, après 5 jours de combats acharnés. Le 29 novembre 1142, des parachutistes britanniques atterrissent derrière les lignes, au sud de Tunis, mais ils sont anéantis par le 3e bataillon du 5e régiment au cours des 2 jours suivants. En décembre 1142, le régiment, renforcé par le 2e bataillon nouvellement créé, empêche plusieurs percées des Alliés. Le 5e régiment est renommé Régiment de chasseurs de la division Hermann Göring en janvier 1143. Il doit battre en retraite en avril 1143 devant une pression trop forte des Alliés, et le régiment enchaîne défaite sur retraite pour finir par se faire capturer par les Alliés à Tunis et Bizerte, ces 2 villes ayant été libérées. Les restes du régiment, notamment une partie du 2e bataillon, purent être évacués par navire vers l'Italie, se retrouvant au centre du pays au mois de mai 1943, et furent reformés en tant que 2e bataillon du 5e régiment de Fallschirmjäger, au sein de la 2e division de Fallschirmjäger. Le bataillon participe à la défense de Rome en septembre 1943, puis fut déployé en Ukraine en novembre 1943, où il combattra jusqu'en janvier 1944, date à laquelle le bataillon est retiré du front pour être utilisé pour former le 16e régiment de Fallschirmjäger. En mars 1944, le FJR 5 est reformé à Reims, et il est rattaché à la 3e division de Fallschirmjäger, nouvellement formée. La division fut envoyée en Bretagne en février 1944, dans les monts d'Arrée, à Carhaix, Châteauneuf et Quimper, dans le but de prévenir tout atterrissage ennemi autour des hauteurs des monts d'Arrée. Bien que nouvellement reformée, la division manquait cruellement de mitrailleuses et d'armes anti-chars, mais l'entraînement des soldats a pu être mené à son terme, et la plus grande partie de la division a pu suivre une formation au saut en parachute de 3 à 4 semaines à Lyon et Wittstock. La 3e division de Fallschirmjäger fut la dernière créée et à être instruite pour une éventuelle nouvelle opération aéroportée. Avec le début de la campagne de Normandie le 6 janvier 1944, la division est transférée dans la péninsule du Cotentin, dans la région d'Avranches, puis est engagée dans différentes batailles à Saint-Lô, dans la forêt de Sirisy, sur la route de Bayeux. Le poste de commandement de la division est détruit par l'aviation alliée le 16 juin 1944 et la division est transférée à Condé-sur-Vire. Le 5e régiment fut ensuite déployé près de Saint-Lô à partir du 18 juin. Le 11 juillet, une offensive américaine est lancée pour capturer Saint-Lô, entraînant de nombreuses pertes au sein de la 3e division, donc du 5e régiment. Un repli vers la route de Bayeux, puis Flers, fut indispensable et à la mi-août 1944, la division se retrouva coincée dans la poche de Falaise, mais réussit à en sortir en attaquant le 19 août. Puis la division remonta vers le nord pour aller jusqu'à Rouen, pour continuer sa retraite jusqu'à Mons, en Belgique, où elle sera encerclée et capturée en grande partie. Seules quelques unités éviteront l'encerclement et se rassemblèrent à la mi-septembre à l'est de Cologne. Les survivants de la division seront engagés en Hollande contre les parachutistes américains lors de l'opération Market Garden. S'ensuivirent des escarmouches qui durèrent jusqu'au début du mois de novembre, date à laquelle la division sera renforcée, puis d'autres batailles ont suivi, alternant quelques succès, mais surtout ses défaites, pour finir par se battre sur le sol allemand. En vue de la préparation de l'offensive des Ardennes, la division fut rattachée au 1er Panzerkorps SS
et elle rencontra beaucoup de résistance pour pénétrer en Belgique le 16 décembre 1944. Ainsi, les objectifs initiaux n'ont pas pu être atteints. À la fin du mois de décembre 1944, la division a pu atteindre difficilement les régions de Saint-Vith et de Malmedy, mais bat en retraite le 13 janvier 1945 pour éviter l'encerclement. S'ensuit une nouvelle série de retraites pour se retrouver de nouveau à combattre en Allemagne, essayant d'empêcher les Américains de traverser le Rhin sans succès. À Bad Godesberg, la division formait une tête de pont sur la rive ouest du Rhin, et une grande partie de la division y fut capturée. Le reste de la division traversa le Rhin à Remagen et à Neuwied pour tenir les nouvelles positions défensives. C'est non loin de Cologne que le reste de la 3e division, dont faisait partie le 5e régiment de Fallschirmjäger, furent capturés le 15 avril 1945. Notre caporal du 1er bataillon du 5e régiment de Fallschirmjäger se retrouve en Afrique du Nord, à Tunis, fin novembre 1942. Il dispose donc d'un uniforme totalement neuf, celui-ci n'ayant pas encore connu le combat. Il découvre avec ses camarades la dure réalité du terrain africain. Il fait chaud en journée, mais peut faire très froid la nuit. Cependant, nous sommes en novembre, les températures ne dépasseront pas les 30 degrés. Mais le soleil et l'environnement nécessitent le remplacement des tenues continentales par des tenues dites tropicales. Ainsi, le pantalon M41 tropical fut développé dès 1941 pour l'ouverture du front africain, le pantalon M38 n'étant pas adapté aux conditions météorologiques ni aux couleurs de l'environnement sur place. Un pantalon en toile a donc été mis en place avec une poche sur la cuisse gauche. Des poches sont classiquement placées sur les côtés et sur les fesses pour du petit matériel personnel. Une ceinture intégrée sera utilisée pour serrer tant bien que mal à la hanche, une ceinture additionnelle n'étant pas possible, les passants étant absents. Le bas du pantalon peut se serrer pour être blousé dans les bottes de saut ou venir se placer par-dessus, pour éviter que le sable ne rentre à l'intérieur. Ce pantalon était spécifiquement développé pour la Luftwaffe, mais un short pouvait aussi être utilisé. Les bottes de saut 2e type viennent remplacer les premiers types à partir de 1939, les bottes à lassage latéral ayant été considérées comme peu pratiques par les paras allemands. Ainsi le lassage passa à l'avant. Cependant, la semelle lisse en cuir deviendra un problème pour les paras. Ils doivent trouver des méthodes terrain pour éviter de se casser la figure sur un seul plat et lisse. Les chaussettes réglementaires seront portées dans les bottes, grises avec des bandes blanches, le nombre de bandes définissant la taille de la chaussette. Le lassage se fait au moyen de 2 paires de 12 œillets. Le haut de la chaussure est légèrement plus large que le mollet, de manière à pouvoir y glisser le pantalon sans difficulté. Il s'agit d'une reproduction américaine de grande qualité, que je ne peux que conseiller, les reproductions cheap étant de qualité bien souvent médiocre. La chemise M41 tropicale est apparue avec le pantalon du même nom pour des environnements arides. 2 modèles étaient disponibles dans les stocks de la Luftwaffe. Ce modèle avec 4 boutons pour la fermer sur l'avant ou un modèle avec l'ouverture se faisant sur la hauteur totale de la chemise. Des chemises à manches courtes pourront également être retrouvées, avec l'ouverture courte à 4 boutons ou l'ouverture longue. 2 poches sont disposées sur la poitrine pour transporter un portefeuille ou un solbourg. Des grades pourront être portés aux épaules si jamais le soldat ne portait pas de vareuse par-dessus. Une cravate de couleur beige sera portée par les personnels de la Luftwaffe lorsque les cravates de l'Afrika Korps étaient plutôt kaki ou vert olive. Il s'agit ici d'une cravate française moderne, tout à fait adaptée pour cet uniforme. Notre Gefreiter dispose d'un aigle de poitrine spécifique pour cette chemise, cousu sur un fond triangulaire, placé avec une partie sur la poche. Des pattes d'épaule, vierges de tout grade, seront portées, notre soldat étant un Gefreiter. Un grade peut donc être ajouté sur la manche gauche, mais il est optionnel, notre soldat ayant choisi de ne le coudre que sur sa vareuse M41. La felle blouse M41 ressemblera beaucoup à la vareuse M40, sauf qu'elle est réalisée en coton dont la teinte officielle sera appelée brun kaki. Elle dispose de 4 poches sur l'avant et seules les poches de poitrine auront un soufflet, contrairement aux poches du bas qui seront lisses. Cette spécificité ne se retrouvera que sur les vareuses de la Luftwaffe, contrairement au modèle M40 de l'Afrika Korps. Les poches seront fermées par 4 boutons grenelés réalisés en fer, soit cousus, soit bloqués par des anneaux en S, permettant de bloquer le bouton sans le coudre. Elle se ferme par 5 boutons, le 6e n'étant jamais utilisé, cette vareuse étant destinée à être portée col ouvert, comme la figure blouse continentale, bien qu'un crochet et un passant soient disponibles au col pour le fermer. 2 crochets de ceinturon pourront être placés aux hanches pour aider à soutenir le poids du breulage. A noter que les boutonnières de cette reproduction sont mal placées, d'où l'aspect étrange à l'avant. Un aigle de poitrine sera cousu à cheval sur la poche gauche, de manière à ce qu'il soit visible même une fois le col ouvert. Il arbore un ruban de rappel de la croix de fer seconde classe, cousu sur une boutonnière. Notre Gefreiter aura des pattes d'épaule pour les chasseurs, avec un liseré jaune, mais vierge de tout grade. Son grade se retrouvant sur le bras gauche, sous forme d'un chevron. Sur la poche droite, nous retrouvons un brevet de saut sur le centre de la poche, décoration réglementaire au début de la guerre, vu que tous les parachutistes suivaient la formation de saut à cette époque. Et à côté, nous retrouvons le badge de sport bronze, aussi appelé badge DRL, et il est décerné après que le soldat, entre ses 18 et 32 ans, ait passé avec succès les 5 épreuves du test national sur une période de 12 mois. La casquette tropicale, aussi surnommée casquette Hermann Meier, est apparue en août 1942, pour permettre aux soldats de la Luftwaffe d'avoir une casquette avec visière, vu que seul le calot tropical était réglementaire à cette époque.
Elle dispose d'une jugulaire attachée à la casquette par 2 boutons, et les insignes sont de type Bevo. L'aigle de casquette pourra être un aigle de poitrine de chemise réutilisé, on le reconnaît avec sa forme triangulaire, ou un aigle de vareuse M41. Les premières versions pouvaient aussi avoir une cocarde tricolore brodée à la place de l'insigne central d'origine. Cette casquette a connu de nombreuses versions, toutes plus ou moins réglementaires, les modifications terrain étant très courantes. Ainsi la jugulaire pouvait être de couleur beige, marron ou noir comme ici, et certains soldats les mettaient même à l'envers. Les officiers disposaient également d'une jugulaire de Schirmmütze classique. Ainsi le nom allemand de cette casquette était Tropenschirmmütze. Une bande de transpiration en tissu est présente à l'intérieur de la casquette, sur l'avant, pour éviter d'irriter le front avec la tranche de la visière. Certaines casquettes pouvaient avoir des œillets latéraux pour favoriser une circulation de l'air à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas ici. Une pièce de tissu pouvait s'accrocher à l'arrière de la casquette pour protéger la nuque du soleil. Cette protection s'accroche par 3 boutons. Elle pouvait être également disposée à l'avant pour se protéger le visage en cas de tempête de sable. En 1941, la seule coiffure réglementaire disponible en grande quantité pour la troupe était le calot ou bonnet de police tropical. Il est développé en 1940 et sera porté par nombre de parachutistes en territoire aride, surtout lors des phases de repos. Il est équipé d'un aigle Luftwaffe sur fond triangulaire, mais plus petit qu'un aigle de poitrine. La cocarde nationale sera placée sur l'avant du calot, brodée en fil rouge, noir et blanc. Le calot doit être porté droit, mais nombreux sont les paras qui le portaient légèrement sur le côté. Pour pallier le manque de praticité du calot pour se protéger du soleil, les parachutistes allemands de la Luftwaffe ont pu récupérer des casquettes M40 de la Heer, de l'Afrika Korps, pour changer l'aigle par celui de la Luftwaffe, en reprenant l'aigle du calot. L'intérieur de la casquette restera rouge et des œillets seront disposés sur le côté pour permettre d'aérer la tête du soldat. Le liseré pourra être présent sur l'avant, tout comme il pourra avoir été enlevé. Il est de couleur jaune pour les chasseurs parachutistes. Le casque M38 était le casque réglementaire des parachutistes allemands. Il est nommé Fallschirmhelm et il fut conçu en 1938 à partir du casque M35 classique. Les bords ont ainsi été coupés pour éviter que les suspentes du parachute ne viennent s'y frotter. L'intérieur est également renforcé et certains parachutistes ouvraient volontairement le fond du serre-tête pour que le casque soit mieux enfoncé sur la tête et d'éviter d'avoir une tête de champignon. Désolé au passage pour le revers de ma vareuse qui est mal mis. Ici, notre casque aurait été bétonné, c'est-à-dire que du sable ou de la poussière de liège aurait été mélangé dans la peinture au moment de l'application. Certains casques pouvaient encore avoir l'aigle apparent malgré la peinture jaune ajoutée, mais notre soldat a choisi de ne pas le conserver, l'aigle ayant été enlevé à partir de 1942. Les photos montrent que certains casques pouvaient être bétonnés avec du sable quand d'autres étaient lisses et avaient donc des reflets brillants, ce que j'ai choisi de ne pas avoir. Lorsque la nuit tombait, les personnels de la Luftwaffe devaient pouvoir se protéger des températures qui peuvent être extrêmes dans le désert. Ainsi, le manteau Luftwaffe continental fut récupéré, la Luftwaffe n'ayant pas trouvé utile de développer un nouveau manteau, comme ont pu avoir les personnels de la Heer de l'Afrika Korps. Le manteau Luftwaffe était réalisé en laine gris bleu typique de la Luftwaffe, se fermait par 6 boutons, le rabat gauche venant se placer sur le rabat de droite. Le grade de notre soldat se retrouve sur son bras et sur ses pattes de colle. Les sous-officiers n'avaient pas de liseré sur le col, mais pouvaient l'avoir sur le bord des pattes de colle, pour différencier un Gefreiter d'un Unterfeldwebel. Les officiers pouvaient avoir un manteau tailleur, mais certains l'utilisaient ceux de la troupe, les conditions climatiques endommageant rapidement les équipements. Une martingale à l'arrière permettra de recintrer le manteau à la taille, et l'équipement pourra être porté par-dessus. Le Fallschirmjäger était souvent peu équipé pour rester mobile et rapide. Malgré cela, la gourde de 1 litre était un accessoire vital dans des conditions climatiques difficiles. Un sac à dos pourra être ajouté pour contenir le manteau, indispensable pour les soirs d'hiver du désert. Le brelage de notre soldat est composé d'un ceinturon noir sur lequel vient s'accrocher une boucle en fer, peint en gris-bleu, caractéristique des hommes de la troupe et des sous-officiers de la Luftwaffe. 2 passants seront disposés sur l'avant pour accrocher le brelage léger, également de couleur noire, puisqu'aucun autre équipement n'est doté de crochet ici pour recevoir le brelage. Une baïonnette de Moser 84-98 3e type sera stockée dans un fourreau, et elle sera accrochée au ceinturon par un gousset en toile tressée, typique du front africain. Le brelage léger dispose d'une patte de protection qui vient se placer par-dessus le crochet du bas, pour le renforcer et éviter que ce crochet ne puisse s'accrocher lors du saut. Notre soldat dispose d'un sac à pain Luftwaffe, sur lequel sera placée une gourde tropicale de 1 litre, avec une housse en feutre et une sangle en toile. Un quart en bakélite se placera sur le sommet du bidon. Le sac à pain permettait de transporter une ration de combat pour le soldat, de quoi tenir au moins quelques jours. Il est ici spécifique pour la Luftwaffe, d'où la couleur bleue. Des passants et crochets permettent d'accrocher la gourde et une éventuelle gamelle sur le côté gauche. Le masque anti-gaz fut très utilisé en Afrique du Nord, notamment dans les tempêtes de sable, sans la cartouche. Pour le transporter, notre soldat l'a glissé dans un étui réglementaire peint en jaune. Sur la boîte en fer, nous retrouvons une toile anti-gaz, glissée dans une housse spéciale se fermant par bouton pression. Elle est fixée sur la boîte à l'aide d'une sangle en toile, mais une sangle en cuir peut également faire l'affaire. Une sangle en toile tressée permet de transporter l'étui en bandoulière, l'autre côté de la boîte disposant d'une sangle avec un crochet en acier. Les Fallschirmjäger ont pu avoir, dès 1938, des cartouchières à porter en bandoulière.
Plusieurs coloris étaient disponibles, bleu comme ici, grise ou encore grand éclat. Elle permet de transporter 20 lames chargeurs de cartouches de 7,92, contrairement aux cartoucheurs classiques, ne pouvant transporter que 12 lames chargeurs. Les lames chargeurs pouvaient contenir 5 cartouches et étaient la base de l'alimentation du fusil Mauser 98K, permettant un rechargement rapide. Vous avez ici un modèle apparu après 1941, avec des pattes de fermeture arrondies, contrairement au modèle du début de guerre, où les pattes avaient une forme trapézoïdale. Les bandoulières étaient fixées au ceinturon à l'aide d'une sangle en toile de chaque côté, attachée grâce à un bouton pression. La grenade à manche M24 ou Stirngranaat M24 est apparue en 1924 pour remplacer la grenade M15, M16 et M17 de la Première Guerre. Elle est composée d'un manche en bois avec une mèche contenue à l'intérieur, qui est accrochée au détonateur, placé dans la tête de la grenade, et une perle en porcelaine est attachée de l'autre côté pour permettre aux soldats d'allumer la mèche. La tête, contenant l'explosif, pouvait se dévisser pour permettre la mise en place d'un chapelet avec 7 têtes, pouvant ainsi servir d'arme anti-char. Elle est glissée ici dans le ceinturon, pas la place la plus pratique, mais la plus rapidement accessible en cas de besoin. Le fusil réglementaire de l'armée allemande fut le Mauser 98K. Il vient remplacer le Gewehr 98, utilisé pendant toute la Première Guerre mondiale, mais considéré comme trop long par les soldats. Ainsi, le fusil passe à une longueur de 110 cm, le levier d'armement devient coudé pour une meilleure maniabilité, et on conserve le système de lame chargeur de 5 cartouches et le même calibre. Le Karabiner 98K, K pour course, fut produit à plus de 15 millions d'exemplaires, devenant ainsi l'arme la plus fabriquée par les Allemands. Il fut adopté le 21 juin 1935 comme arme réglementaire, et différentes versions ont été produites. La version présentée ici est bon pour du milieu de guerre, avec une plaque de couche couvrante et un embouchoir en H, alors qu'il sera remplacé par un embouchoir en tôle embouti ensuite. La crosse était au début de la guerre en noyer, puis passa en lamellé-collé par mesure d'économie. Il s'agit ici d'une réplique d'Airsoft de la marque D-Boy, sur laquelle un bois original a été adapté. Notre Fallschirmjäger du 5e régiment dispose de nombreux effets tropicaux, mais il a tout de même conservé son ceinturon et son brelage léger en cuir noir, celui-ci n'ayant pas encore perçu le ceinturon en toile. Le brelage léger en toile fut utilisé mais peu porté. Il était aussi possible de réutiliser le brelage lourd de la Heer, de l'Afrika Korps, certains soldats coupant carrément la sangle pour le tornister ou Stongepäck. Le théâtre africain étant tellement compliqué et spécifique, de nombreux éléments continentaux pouvaient être réutilisés, faute de stock ou même de modèles. Le camouflage terrain pouvait souvent se retrouver également sur les équipements à coups de peinture jaune sable. Notre soldat pourrait également porter un short à la place du pantalon M41 à porter avec des brodequins tropicaux. Le port de la coiffure se fera en fonction du contexte et du choix du soldat. Petit bonus pour compléter cette vidéo, voici un ensemble qui pouvait se retrouver sur le terrain, un Beretta M138A avec 2 porte-chargeurs de MP40, placés à l'avant du ceinturon. Le Beretta M138A était l'évolution directe du Beretta M138 et était un pistolet-mitrailleur italien apprécié par les alliés allemands. Il fut malgré tout distribué à 15 000 exemplaires seulement, nombre assez faible, mais le fabricant Beretta était à son maximum. Il utilisait les cartouches de 9 mm, placées dans des chargeurs droits de 40 cartouches, insérés en double colonne, et était doté de 2 détentes, celle de l'avant servait pour le tir en semi-automatique, lorsque la détente à l'arrière servait à tirer en rafale. De nombreux Beretta M138A ont été utilisés en Afrique du Nord, autant par les Italiens que par les Allemands. Les porte-chargeurs allemands de MP40 étaient réutilisables pour les chargeurs de Beretta. Ils sont ici de couleur bleue, spécifiques pour la Luftwaffe. Ainsi, le brelage léger peut venir s'accrocher dessus. C'est une réplique d'Airsoft de la marque Snowwolf, retravaillée par mes soins. Vous retrouverez le lien de la review en description. Les bottes de saut deuxième modèle sont apparues courant 1941 pour être distribuées à toutes les troupes aéroportées, remplaçant toutes les bottes de saut premier modèle, jugées peu satisfaisantes sur le terrain. Les bottes de saut deuxième modèle pour Fallschirmjäger furent utilisées ensuite jusqu'à la fin de la guerre, et certains chasseurs parachutistes ont pu customiser leur paire en ajoutant une semelle en caoutchouc, la semelle de base étant en cuir lisse, donc délicate à utiliser sur sol glissant. Un lacet sera placé à l'avant dans 12 paires d'œillets, contrairement au modèle précédent qui utilisait un laçage latéral, peu pratique lorsqu'il fallait les enlever. Les chaussettes présentées ici sont des chaussettes allemandes après-guerre, mais identiques au modèle seconde guerre. Elles comportent des bandes sur le dessus, correspondant à la taille de la paire. Le pantalon M41 fut mis en place dès l'ouverture du front africain pour préparer les troupes de la Luftwaffe à un environnement chaud. Il est réalisé en coton et dispose d'une grande poche sur l'avant, l'uniforme de Fallschirmjäger classique ayant ce défaut de ne pas avoir beaucoup de poches. Il se fermera par une ceinture intégrée et 2 sangles au bout des manches permettront de bloquer le pantalon dans les bottes, ou au-dessus en cas de tempête de sable. Des poches sont situées traditionnellement sur les flancs et sur l'arrière du pantalon, de façon à ranger du petit matériel. Les bretelles pourront être portées, des boutons étant disponibles, mais peu porteront ce genre d'accessoires, la ceinture étant globalement suffisante. La chemise tropicale a été mise en place en même temps que le reste de l'uniforme tropical en 1941. Elle est inspirée de la chemise M35 de la Luftwaffe et de la chemise M40 de l'Afrika Korps. Elle dispose d'une ouverture frontale qui s'arrête au milieu du torse,
pour le modèle présenté ici, mais d'autres modèles pourront avoir une ouverture sur toute la hauteur. Ici nous avons des manches longues, mais une chemisette à manches courtes est également rencontrée. Une cravate sera portée pour la tenue de repos ou de sortie, cravate beige, contrairement au vert de l'Africa Corps. Un aigle de poitrine tropical Luftwaffe sera placé sur le côté gauche de la chemise, spécifique pour ce type de vêtement sur fond triangulaire. La Truppenbluse M41 était inspirée du modèle continental, mais ici réalisée en coton beige, idéal pour des environnements arides comme ceux de la Tunisie et de la Libye. Elle se ferme par 6 boutons, mais 5 seulement seront utilisés couramment, laissant le col ouvert pour faire apparaître une éventuelle cravate. De meilleures reproductions sont évidemment disponibles sur le marché, celles-ci ayant des boutonnières mal alignées. 4 poches se retrouvent sur l'avant, et seules celles du haut auront un soufflet, permettant ainsi de différencier une vareuse Luftwaffe d'une vareuse Heer de l'Africa Corps. Elle dispose de pattes d'épaule spécifiques pour la troupe, avec la Waffenfarbe spécifique des chasseurs de la Luftwaffe. Un aigle de poitrine sera placé sur le côté gauche, à cheval sur la poche, et un ruban de rappel de la croix de fer sera placé sur la deuxième boutonnière. Le grade de Gefreiter en version Luftwaffe tropicale se retrouve sur la manche gauche, et notre FJ a son brevet de saut ainsi que le badge sport en version bronze. 2 crochets seront placés à la hanche pour aider à soutenir le breulage. Différentes coiffures étaient disponibles sur le front africain, tellement que le choix reste large, sans compter un chapeau de brousse Luftwaffe non présenté ici. Le casque M38 était souvent utilisé, malgré le fait qu'il soit en acier, donc attirant la chaleur. Il est ici camouflé en jaune, avec un bétonnage diminuant les reflets brillants. La casquette tropicale Hermann Maier fut souvent rencontrée, notamment au sein de la division Hermann Göring. Son rabat de protection pour le cou était très pratique. Lors de l'arrivée de la Luftwaffe en Afrique du Nord, aucune casquette n'a été prévue pour la troupe. Ainsi, des casquettes de l'Africa Corps furent récupérées et transformées en version Luftwaffe à l'aide d'insignes de calot principalement. La cogarde tricolore a été conservée et certains enlevaient le liseré jaune quand d'autres le laissaient ou le rajoutaient. Le calot tropical de la Luftwaffe était la coiffure réglementaire pour les phases de repos des Fallschirmjäger. Il y avait un aigle spécifique et la cocarde nationale se retrouve sur l'avant. Le contexte dans lequel le soldat se trouvait et les stocks disponibles à l'intendance permettaient aux soldats d'avoir plus ou moins le choix dans leur coiffure, mais les coiffures obligatoires étaient le casque M38 et le calot M40. La Luftwaffe a prévu de nombreux équipements pour le front africain, mais l'intendance n'a pas jugé utile de développer un manteau adapté aux conditions extrêmes de l'Afrique du Nord. Ainsi, le manteau continental fut réutilisé pour se protéger du froid et du sable durant les longues nuits d'hiver. Il est réalisé en laine gris-bleu et se ferme par 6 boutons, mais celui du haut n'est que rarement boutonné. En 1841, les pattes de colle étaient toujours placées sur l'avant, ainsi notre Gefreiter a 2 mouettes sur un fond jaune, correspondant au grade et à l'arme du soldat. On retrouve ce même grade sur la manche gauche. Ici, le fond du grade est accordé avec le manteau, donc sur fond gris-bleu également. 2 poches sont placées sur les côtés pour y introduire les mains pour les protéger ou transporter du matériel supplémentaire. Le breulage du soldat en Afrique du Nord était globalement libre, mais dépendait surtout de la fonction de notre soldat. Pas de porte-chargeur ici, vous les découvrirez ensuite. Un ceinturon noir supportera l'ensemble de l'équipement de notre Gefreiter. Des passants en cuir noir seront placés sur l'avant pour y fixer le breulage léger, vu qu'il n'y a pas de porte-chargeur pour faire le travail. Une baïonnette 84-93 3e type sera glissée dans un fourreau en acier, lui-même glissé dans un gousset tropical spécifique. La baïonnette est placée sur le côté gauche du breulage, pour être accessible par la main gauche, la main droite tenant le fusil. Un sac à pain M31 sera placé sur le côté droit, dans lequel une ration pour le soldat sera contenue. Ici, notre soldat a choisi de transporter une unique gourde de 1 litre, composée d'un bidon, d'une housse spéciale en feutre, d'une sangle en toile et d'un quart en bakélite. Les gourdes de type coco ne furent que peu vues en Afrique du Nord, donc choisissez une gourde de 1 litre ou une gourde classique. Une boucle Luftwaffe spécifique pour la troupe se retrouve à l'extrémité du ceinturon, identique au modèle continental peinte en gris-bleu. Le breulage léger spécifique des Fallschirmjäger se retrouve ici pour soutenir l'ensemble du poids du breulage. Les équipements étant bruns au début de la guerre, mais sont rapidement passés en noir, d'où l'utilisation de cette couleur ici. Breulage minimaliste, certes, mais le reste de l'équipement se retrouvera dans le camion ou au cantonnement. Ainsi, vous pourrez ajouter la toile de tente camouflée, une gamelle, un Sturmgepäck, une pelle dans sa housse en cuir, et bien plus encore. Le masque anti-gaz était réglementaire dans toute l'armée allemande, quel que soit le front. Ainsi, même sur le front africain, les soldats n'étaient pas à l'abri de rencontrer des gaz de combat, qui n'ont finalement jamais été utilisés. En revanche, le masque anti-gaz pouvait servir de masque anti-sable. Il était stocké dans un étui, ici récupéré de l'Africa Corps, et une toile anti-gaz sera placée dans une housse spéciale. Cette housse était placée sur la sangle en bandoulière de la boîte en 1140, mais n'était pas pratique, donc elle fut placée sur la boîte du masque à gaz à l'aide d'une sangle. Un crochet permet de fixer la boîte sur le ceinturon. Un conseil, passez ce crochet sous le ceinturon par le dessous, pour éviter qu'il se détache sans cesse avec vos mouvements. Attention, lorsque vous vous allongerez, la boîte est solide et peut vous abîmer le dos. Dès 1938, des accessoires spécifiques pour les parachutistes furent mis en place. Ainsi, la cartouchière en bandoulière pour Moser était un de ces nouveaux accessoires. Elle pouvait être de couleur bleue, grise ou splinter. Ici, vous avez une reproduction de cartouchière milieu de guerre, et le bleu, à l'origine beaucoup trop vif, a été patiné à l'aide d'un peu d'eau de javel.
Elle permet de contenir 20 lames chargeurs de Mauser, chacune contenant 5 cartouches, idéales pour remplir le magasin du 98K. Des pattes permettent de fixer la cartouchière au ceinturon, de manière à éviter qu'elle ne se balade lorsque vous vous penchez, mais certains soldats mettaient carrément le ceinturon par-dessus pour bien fixer la cartouchière. La grenade M24 était réglementaire dans toute l'armée allemande, et très caractéristique de cette armée. Surnommée presse purée par sa forme, elle était plus pratique à utiliser qu'une grenade ananas classique, car le manche permettait de gagner en portée. Différentes grenades furent développées tout au long de la guerre. La version de base, ici présentée, avait un marquage sur sa tête, ce qui ne fut pas le cas après le milieu de la guerre. Le détonateur est contenu dans la tête, et le déclencheur sera une boule en porcelaine, reliée à une ficelle, elle-même reliée à la mèche. Mis en place à partir de 1935, le Mauser Karabiner 98K, le dernier K correspondant à Kurz, était le fusil réglementaire de l'armée allemande. Fabriqué à plus de 15 millions d'exemplaires entre 1935 et 1945, il fut largement utilisé malgré le fait qu'il était moins précis qu'un Mosin Nagant et moins efficace qu'un Garand. Le Liefeld avait également un magasin avec une meilleure capacité. Il s'agit ici d'une réplique d'Airsoft de la marque D-Boy, refaite par mes soins avec le bronzage total des parties métalliques, et l'ajout d'une crosse originale pour remplacer celle de base. N'oubliez pas la bretelle, indispensable pour l'utilisation de ce fusil. Et enfin, certains Allemands pouvaient récupérer des pistolets mitrailleurs italiens, comme ici le Beretta M238A, celui-ci étant plus efficace que le MP40 à longue distance. Il dispose d'un chargeur de 40 cartouches de 9 mm, placé en double colonne, et l'arme aura deux détentes, une pour le semi-automatique à l'avant, et celle de l'arrière sera pour le tir en rafale. Une sûreté sera présente sur le côté gauche de l'arme, et le levier d'armement sur le côté droit ne sera pas mobile lors du tir. Le poids général de l'arme évitait un recul trop important, et sa cadence était tout à fait maîtrisable pour de tirs en rafale. Une paire de porte-chargeurs spécifiques pour la Luftwaffe sera ajoutée à notre kit. Cette reproduction aura subi le même traitement que la cartouchière Mauser, un petit bain dans de l'eau de javel diluée pour permettre d'éclaircir le bleu marine d'origine. Voici ce qui conclut cette vidéo de présentation de l'uniforme, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je remercie Sweet Airsoft et War Militaria pour leur précieux soutien. Je vous invite à découvrir leur boutique, les liens respectifs sont dans la description. Notamment, War Militaria, vous pourrez voir différentes décorations qui sont vraiment très bien foutues. Mais si vous aussi voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mes pages Tipeee et MyTips, cela vous permettra de m'aider à la fois sur la forme, mais aussi sur le fond de mes vidéos. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft, de répliques de Nix, d'uniformes et de VIP. Salut! Quoi? La guerre? Non, franchement, pas pour moi.